raconter ça comme une histoire, en fait. Un peu plus futuriste, c'est où on en est aujourd'hui et où on va. Alors, où on en est et d'où on vient, ben, on vient de très loin. On vient de très loin. On vient d'une vieille préhistoire que je ne décrirai pas, où autrefois, avant les corticoïdes, avant les années 50, il y avait peu de choses dans ces maladies-là. Et on faisait des trucs horribles, on faisait des choses comme la radiothérapie hémicorporelle, ou un truc, ce qu'on appelle le drainage du canal thoracique, je vous explique pas ce que c'est, mais c'était une chirurgie où on drainait la lymphe, vous voyez, les lymphocytes, et on les mettait dans l'intestin. Alors les malades allaient mieux, mais ils mouraient très vite des complications de ce genre de choses. Je ne m'étends pas là-dessus. Puis est arrivée une période intéressante, qu'on appelle le Moyen-Âge de ces médicaments-là, où on a commencé à avoir des vraies molécules issues de la chimie, ces molécules issues de la chimie qu'on appelle des immunosuppresseurs. Vous comprenez le terme, immunosuppresseurs, c'est des molécules chimiques qui suppriment l'immunité, comme dans toutes ces maladies que je viens de citer, vous avez un excès d'immunité, le fait de donner des immunosuppresseurs réduit l'excès, et donc vous allez mieux. Alors bon, c'était des immunosuppresseurs, bon an, mal an, efficaces mais toxiques. Il en reste néanmoins de très importants. Vous voyez que le Moyen-Âge, il y a du bon dans le Moyen-Âge pour les historiens. Vous savez que c'était une très belle période, malgré quelques débordements un peu excessifs. Mais de ce Moyen-Âge persistent quand même des drogues importantes, comme le méthotrexate, qui reste encore aujourd'hui une drogue fondamentale dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, de jugement sur le Moyen-Âge ou la Renaissance. Toute période a eu du bon. Et le bon de cette préhistoire a été le méthotrexate. Et puis est venu un moment clé dans l'histoire de nos rhumatismes, ça a été la découverte de la cortisone. Alors c'est pas en 1492, là aussi c'est un petit jeu historique. Vous savez ce qu'on a découvert en 1492, je ne ferai pas l'affront de vous demander ce que c'est, mais ça a été un moment clé dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la médecine inflammatoire. La découverte par M. Hensch en 1950 des corticoïdes a été un événement clé. Je veux dire, il y a avant et après, très clairement. Et je ne raconterai pas l'anecdote parce que je n'ai pas le temps, ça veut dire que je suis bavard, de la première patiente traitée par M. Hensch, qui était sa collaboratrice, atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, gravataire, et qui a été miraculée par ce premier traitement à la cortisone, qui à l'époque était quelque chose d'historique. Pour faire 1 gramme de cortisone, beaucoup d'entre vous en ont certainement pris plusieurs dizaines de grammes, pour faire 1 gramme à l'époque, il fallait un troupeau de bœuf dont on extrayait les surrénales. Donc imaginez-vous le travail chimique à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, on fait de la synthèse, c'est plus pareil. Puis est arrivée la renaissance des immunosuppresseurs, avec l'apparition de molécules emblématiques. Je n'en cite qu'une, qui est la cyclosporine. Certains d'entre vous se souviennent de cette molécule. C'est la molécule qui a tout changé dans la greffe, dans les greffes d'organes. Puisqu'en fait, quand on greffe un organe qui n'est pas à soi, qu'est-ce qui se passe? Votre système immunitaire le rejette. Et en le rejetant, l'organe va disparaître. Donc pour éviter ce rejet, on donne des immunosuppresseurs. Vous voyez, c'est exactement la même stratégie que dans les maladies inflammatoires. Et le grand immunosuppresseur qui a tout changé, c'est la cyclosporine, qui a permis la greffe de cœur, la greffe de rein, etc., de façon miraculeuse. Puis les rhumatologues l'ont utilisé dans la polyarthrite, dans le lupus, dans des maladies comme ça, avec un succès, mais malheureusement, c'est une molécule qui n'est pas très bien supportée, au long cours en tout cas. Et puis, est arrivée en fait une étape fondamentale, probablement aussi importante que l'étape des corticoïdes. C'est la fameuse, l'ère des traitements biologiques. Alors, qui est-ce qui sait dans la salle ce que c'est un biologique, une biothérapie? Vous n'avez pas peur de lever le doigt? Ah, quand même, une personne qui sait. Je me disais bien, 2, c'est bien. Donc, non, c'est simplement que vous compreniez le terme. On utilise souvent des termes médicaux. Les médecins ne savent pas parler aux malades, on utilise des trucs que vous ne comprenez pas. Donc moi, j'aimerais bien que ce que je dis, vous le compreniez. Un traitement biologique, c'est pas un traitement, c'est pas de celle biologique, on va dans un drugstore et on achète des traitements biologiques. Un biologique, c'est un traitement qui est produit par un processus biologique, c'est-à-dire par des bactéries généralement, des bactéries ou des cellules. On prend des cellules et on fait produire par ces cellules des molécules qui existent en elles-mêmes. Ce n'est pas de la chimie, en fait. Ce sont vraiment des molécules originales qu'on a d'ailleurs calculées pour avoir un effet préétabli. Je m'explique. Autrefois, quand on faisait des molécules chimiques, on les découvrait par hasard. C'est des molécules qui tuent les cellules et on les découvrait par hasard. Aujourd'hui, par les traitements, les approches de type traitement biologique, on crée des molécules pour avoir une action précise. L'exemple du TNF-alpha et des anti-TNF-alpha est emblématique. Le jour où on a compris que les petites souris à qui on greffait le TNF humain
en injectant dans le corps de la souris, quand on a compris que ces souris faisaient des arthrites, des destructions d'articulations et autres, et qu'en traitant ce TNF chez la souris, on arrive à la guérir, on a compris qu'il fallait développer pour l'homme des traitements biologiques anti-TNF. C'est ce qu'on a fait, et ça a été probablement la deuxième grande avancée après la découverte des corticoïdes. La grande question, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors demain, je ne sais pas, je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai eu la curiosité d'observer. Nostradamus avait été docteur, enfin, en tout cas, il faisait des études de médecine à Montpellier, et c'était le Jacques Samy de l'époque, mais il avait été expulsé de la faculté de médecine de Montpellier, probablement parce qu'on estimait qu'il était trop visionnaire. Et je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette histoire, mais vous voyez que la médecine mène à tout, et même à l'astrologie. Mais en fait, l'objectif n'est pas de faire de l'astrologie, mais de finir en 2-3 diapositives pour montrer, et c'est très futuriste, hein, ne n'ayez pas peur, ce que je vais vous montrer est très futuriste, vous montrer un peu les molécules qui sont là et qui vont venir dans les 2-3 années à venir. Alors d'abord, ces traitements biologiques, et j'ai pris l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, mais j'aurais pu prendre la spondylarthrite et les connectivites. La polyarthrite rhumatoïde, finalement, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif et comment est-ce qu'on va agir pour obtenir ces objectifs? En fait, les nouveaux traitements biologiques dans cette maladie-là, c'est l'objectif, réduire l'excès d'immunité qui est propre à ces maladies, et c'est commun à ces maladies-là. Et le deuxième objectif, c'est éventuellement, non pas détruire ce qui est en excès, mais ramener à la norme ce qui manque. Je pense qu'on oublie souvent en médecine, en allopathie, en médecine traditionnelle, on oublie le rétablissement des équilibres. L'homme n'existe depuis le début des temps que parce qu'il est le résultant d'équilibres constants. Et en fait, l'objectif d'une bonne immunothérapie serait justement de rétablir ces équilibres-là. Et donc on a vraiment ces deux objectifs-là. Il est vrai qu'on est plus à l'aise avec le premier objectif qu'avec le deuxième. Mais il y a de l'espoir. On a aujourd'hui des stratégies que je ne pourrais pas montrer, qui sont des stratégies dites de restauration de l'immunité. Comment agir pour obtenir ces deux objectifs-là? Là, on est un peu dans des techniques trop compliquées, donc je passe rapidement, mais sachez qu'on peut soit bloquer ce que fait une cellule, et les cellules, elles produisent des petites substances. Une cellule, c'est une petite usine chimique, et cette usine doit collaborer avec d'autres usines chimiques, et elle transmet ce qu'on appelle un message par une petite molécule qu'elle produit, qui s'appelle une cytokine. Alors une cellule en produit plein des cytokines, mais elle ne produit pas tout. Et elle produit certaines cytokines, et quand vous avez une polyarthrite avec une maladie de l'articulation, vous avez plein de cellules dans l'articulation qui produisent cette fameuse cytokine qui est le TNF-alpha. Et c'est ça qu'on va essayer de bloquer, par exemple. Une deuxième stratégie, c'est carrément de neutraliser le dialogue entre les cellules. On empêche les cellules de discuter. C'est une autre façon de faire. Il y a des molécules pour ça. Et la troisième théorie, troisième action qui est assez futuriste, c'est carrément d'agir au cœur de la cellule, de neutraliser, de couper le moteur, si on peut dire. C'est possible aussi, aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu plus futuriste. Alors, tout ça, ces objectifs qu'on s'est fixés et les moyens qu'on peut espérer, rien n'aurait été possible sans un progrès qui, il faut toujours le rappeler, qui est le progrès, non pas de la compréhension de la maladie, ça c'est le problème des chercheurs, les chercheurs comprennent les maladies, ils mettent en lumière de nouveaux mécanismes, mais parallèlement, vous avez beau bien comprendre les maladies, que ce soit l'arthrose ou autre chose, si vous n'avez pas derrière ça les progrès de la biotechnologie pour avoir les outils pour agir, c'est pas possible. Et vous voyez que la biotechnologie a fait des progrès fantastiques, hein. Elle a permis de découvrir par exemple des outils thérapeutiques qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Voilà toute l'évolution des anticorps monoclonaux des années 75 à maintenant, qui sont de plus en plus sophistiqués. Et un anticorps monoclonal, c'est quoi? C'est un anticorps comme ceux que vous avez dans le sang, qu'on a dans le sang, mais simplement on l'a éduqué à reconnaître ce qu'on veut qu'il reconnaisse. Donc on peut très bien éduquer un anticorps monoclonal à reconnaître le TNF-alpha. Qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous avez un anticorps anti-TNF-alpha que vous pouvez injecter au malade. Mais vous voyez comme ça c'est sophistiqué avec le temps, on fait des outils de biotechnologie de plus en plus sophistiqués, mais aussi, on l'a rappelé à plusieurs reprises, de plus en plus coûteux. C'est tout le problème. Quand on traitait par cortisone ou par méthotrexate, le patient coûte à peu près 1 000 € par an. Aujourd'hui, quand on traite avec des traitements biologiques, le malade coûte en médicaments, uniquement, coûte à peu près 15 000 € par an. Vous voyez la différence? Ça, il faut que la société puisse l'assumer. C'est pas aussi facile, vous voyez. Il faut toujours se mettre quand même, on est bien sûr un individu, et on va être soigné, et nous aussi, on soigne des individus.